Bien, chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur Nicolas Schmit, commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux. Monsieur le commissaire européen, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre aux questions de notre commission d'enquête qui poursuit un double objet. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales du développement du modèle Uber en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Sans surprise, votre audition s'inscrit dans cette seconde optique, compte tenu de l'émergence de nouvelles formes de travail entraînées par l'émergence des plateformes d'emploi, notamment entre le travail indépendant et le salariat, comme le montre l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation en France sur ces sujets, et les discussions en cours au niveau européen, sur lesquelles nous voulons vous interroger, sur le projet de directive relative à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs de plateformes d'emploi. Nous souhaiterions aujourd'hui que vous puissiez témoigner du rôle et du travail de la Commission européenne sur ce projet de directive récemment amendé par le Parlement européen avant l'ouverture du trilogue. Pourriez-vous notamment nous rappeler les différentes options envisagées lors de l'élaboration de ce projet de directive sur le statut de travailleurs des plateformes numériques? Pourriez-vous nous préciser les principaux points qui ont été débattus à la Commission puis au Parlement européen, ainsi que les principales positions des différents États membres en vue du prochain Conseil européen? En tant que commissaire européen, avez-vous été témoin d'actions de lobbying de la part des plateformes pour orienter les choix de la Commission dans le cadre de l'élaboration de cette directive? Ces actions de lobbying sont-elles comparables à celles qui ont été révélées par les Uber Files, qui d'ailleurs, je le précise, touchent non seulement la France, mais bien sûr tous les grands pays européens ainsi que Bruxelles? Je vous remercie d'avance pour la qualité de vos réponses qui vont aider bien sûr à orienter les conclusions et les recommandations que notre commission d'enquête pourra rendre, notamment dans le cadre d'ailleurs de ce débat en France sur la question de la directive. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole, monsieur le commissaire, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci monsieur, je vous laisse la parole. Bien, d'abord, merci beaucoup de m'inviter à cette commission et c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous sur une question qui, en effet, est une question capitale, notamment pour l'avenir du travail, mais aussi compte tenu de l'impact de l'économie des plateformes sur le marché du travail, les conditions de travail et sur l'économie en général. On a vu ces derniers temps, ces dernières années, les plateformes se développer de manière très rapide, et notamment la pandémie de Covid-19 a accéléré cette tendance. Nous constatons que notamment sur les plateformes, sur site, on a beaucoup vu se développer les plateformes de transport, de livraison, mais il y a de nouveaux secteurs qui voient apparaître ce modèle économique, que ce soit dans le secteur du nettoyage, de la santé, de la construction, de l'hospitalité, etc. Donc, c'est un modèle qui se développe rapidement. Alors, simplement quelques chiffres. Dans l'Union européenne, on estime que plus de 28 millions de personnes déjà effectuent des travaux par l'intermédiaire de plateformes. Alors, pas que des plateformes sur site, mais aussi des plateformes en ligne. Et donc, il y a un nombre important et croissant. Et on pense qu'ils vont être dans quelques années plus de 40 millions. Donc, il y a un besoin pour effectivement encadrer le développement de ces plateformes. Et là, il faut être clair, la Commission n'est pas contre les plateformes. Je l'ai répété très souvent, la Commission veut simplement assurer, primo, que le travail sur plateforme soit assorti des mêmes droits, des mêmes protections sociales que le travail en dehors des plateformes. Ça, c'est le premier élément. C'est un critère à la fois social, mais c'est aussi un critère de concurrence loyale, parce que vous ne pouvez pas avoir d'un côté
des modèles économiques qui, en quelque sorte, se sont libérés de toute une série de règles, de lois en matière de droit du travail ou de protection sociale et qui sont en concurrence avec d'autres types d'entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, qui découle du premier, c'est que effectivement, tout cela pose le problème du statut de ceux qui travaillent pour ou sur une plateforme. Et nous avons constaté qu'il y a un grand débat dans beaucoup d'États membres, dans l'Union européenne, comme d'ailleurs en dehors de l'Union européenne. Et je donne toujours l'exemple de la Californie, qui finalement a inventé un peu le système des plateformes, où finalement il y a eu une loi d'ailleurs essayant de régler cette question du statut, avec bien sûr un retour notamment d'une grande plateforme qui a donné d'ailleurs son nom au phénomène dont nous parlons d'ubérisation et qui ont essayé effectivement d'annuler cette loi. Alors en Europe, nous avons plus de 300 décisions administratives et judiciaires concernant le statut des travailleurs des plateformes. Alors la plupart vont plutôt dans le sens de classer les travailleurs des plateformes comme des employés, en fait, et non pas comme des indépendants. Encore que, pour les plateformes, à peu près 90% des plateformes considèrent qu'ils n'emploient personne et que les gens qui travaillent pour elles sont des indépendants. Et donc, les différentes cours, y compris en France, la Cour de cassation, ont en général statué en faveur du statut d'employé, même s'il y a quelques autres cas. Donc, ça pose d'abord à l'échelle européenne le problème d'une certaine harmonisation, puisque dans un pays, une plateforme peut opérer avec le statut d'indépendant, dans un autre pays, elle fonctionne ou elle est obligée à embaucher des employés, des salariés. Donc, il est important d'avoir une certaine forme d'harmonisation d'un côté, mais surtout aussi avoir plus de sécurité juridique. Et d'ailleurs, c'était toujours un des arguments à l'attention des plateformes pour dire vous courez un risque énorme d'être confronté chaque fois à un cas devant les juridictions, et donc ce serait mieux d'avoir plus de sécurité juridique. Vous savez que le Parlement européen s'est aussi saisi de l'affaire avant notre proposition de directive. Il y a un rapport d'ailleurs qui a été préparé par Madame Sylvie Brunet, une députée européenne française du groupe d'ailleurs Renew, et qui a beaucoup inspiré la directive européenne. Alors un mot sur la directive, quel est finalement le centre même, le cœur de la directive, c'est la question du statut de la personne travaillant pour ou sur la plateforme, de clarifier, de mieux identifier, de mieux définir ce statut. Et nous avons donc introduit l'idée d'une présomption, mais d'une présomption réfragable. D'abord, la présomption, c'est de dire a priori, s'il y a contestation, s'il y a remise en cause, il y a une présomption que la personne qui travaille sur la plateforme est un salarié, mais pour définir cela, nous avons identifié un certain nombre de critères. Nous avions retenu que parmi les critères identifiés, je crois qu'il y en a 7, il fallait en remplir au moins 2. Bon, là, maintenant, les discussions au Conseil vont un peu dans un autre sens, puisque le Conseil élargit le nombre des critères et augmente le nombre de critères qui devraient être remplis pour qu'effectivement la présomption soit activée. La présomption est réfragable, donc c'est la plateforme, si elle n'est pas d'accord avec un éventuel reclassement de la personne, elle peut aller devant une instance, par exemple juridictionnelle, pour remettre cela en question. Donc, on a aussi dans le système une inversion de la charge de la preuve, celle qui
était actuellement du côté du salarié présumé, elle passe maintenant du côté de la plateforme. Alors, c'est un élément très important parce que je sais très bien que les plateformes jouent maintenant un rôle important aussi en termes d'emploi, mais je n'accepte pas réellement cet argument, puisque si les plateformes correspondent à un vrai besoin dans l'économie, et ça semble être le cas, eh bien, elles devraient aussi pouvoir fonctionner en respectant d'abord le droit du travail, donc la définition du salariat et des droits qui vont avec. On peut trouver des formules, et d'ailleurs, un certain nombre d'États l'ont montré, et certaines plateformes le démontrent également, qu'on peut combiner un certain niveau de flexibilité qui est important dans le fonctionnement de la plateforme avec aussi un certain nombre avec les droits normaux, je dirais, du salariat. Bon, un deuxième élément important de la directive, c'est effectivement l'algorithme, la gestion algorithmique, qui d'ailleurs est inhérente même à la plateforme. Il n'y a pas de plateforme sans algorithme. Et là, la directive introduit un certain nombre de nouveaux droits qui sont, à mon avis, extrêmement importants pour les plateformes et qui devraient aussi s'appliquer de façon plus large au monde du travail, puisqu'on voit que maintenant, de plus en plus d'entreprises emploient les algorithmes dans la ressource, dans la gestion de leurs ressources humaines. Et donc, il faut veiller à ce que cette gestion algorithmique ne remette pas en cause, là aussi, un certain nombre de droits en matière de travail et en matière de transparence et de protection sociale. Donc, maintenant, un mot sur le Parlement. Le Parlement a modifié légèrement la proposition de la Commission et avec une majorité relativement importante, ils ont adopté le rapport, un rapport donc qui absolument rejoint l'esprit de la proposition de directive de la Commission, en modifiant un peu la présomption, puisqu'ils l'étendent et la renforcent. Ils enlèvent en quelque sorte aussi les critères qui étaient nécessaires à la définition de la présomption. Ils les réintroduisent dans une deuxième phase quand il s'agit de reclasser. Donc là, il y a une modification du Parlement par rapport à notre proposition. Alors, un mot sur les discussions au Conseil. Là, nous ne sommes pas encore arrivés à une orientation commune, une orientation générale au sein du Conseil. On a failli y arriver en décembre dernier, puis cela a échoué. Il est clair que le Conseil essaye un peu d'affaiblir la directive, notamment l'aspect présomption de la directive. Alors, il y a des États qui sont plutôt réticents sur cette approche en matière de présomption, et je ne vous cache pas que j'ai un peu l'impression que la France fait partie de ces États-là, puisque la France propose en quelque sorte une dérogation assez large par rapport à cette présomption qui poserait un problème majeur, puisqu'en quelque sorte, elle viderait d'une certaine manière la présomption de son sens et là aussi de son efficacité. La présidence suédoise est en train maintenant de négocier avec les États membres avec l'objectif de parvenir à un compromis en juin. Il y a en quelque sorte deux blocs, ceux qui freinent et ceux qui jugent qu'il ne faut pas trop s'éloigner de la proposition de la Commission pour ne pas précisément vider la directive de son sens et de son efficacité. Et donc, il y a un grand pays de l'Union européenne qui, pour des raisons internes, ne prend pas de position, ce qui pose aussi un problème parce qu'à la fin, il faut arriver à une majorité qualifiée. Et c'est un grand pays, un très grand pays, même le plus grand en termes de population. Et donc, on travaille maintenant sur ce compromis au Conseil pour qu'après
on puisse aller dans les trilogues pour trouver un compromis après avec le Parlement. Bon, un mot sur les contacts. Vous savez que chaque proposition de la Commission, avant d'être élaborée ou avant d'être présentée, fait l'objet d'une très large consultation. Consultation de toutes les parties concernées. Donc, il était clair qu'on a eu un grand nombre de consultations avec les plateformes. Personnellement, je peux vous dire que j'ai rencontré une fois en ligne, une fois physiquement le CEO aussi de la fameuse plateforme qui fait maintenant l'objet de votre commission d'enquête. Nous avons eu un échange. Il a essayé de me présenter un certain nombre de ses arguments, notamment sur la nécessité de la flexibilité. Ça n'a pas fondamentalement changé notre optique, parce que notre optique, c'était maintenir, bien sûr, les plateformes, leur permettre de fonctionner. Donc, j'accepte un certain degré de flexibilité, mais en même temps garantir le droit du travail et le droit des travailleurs qui travaillent pour ou sur les plateformes. Donc, nous avons eu une consultation aussi des partenaires sociaux, et c'est prévu dans le traité, donc c'est une consultation à 2 étages. Et j'ai eu à plusieurs reprises, y compris une fois à Paris, des réunions avec des travailleurs des plateformes qui m'ont fait part d'ailleurs des conditions de travail souvent difficiles auxquelles ils sont confrontés. Donc, voilà la manière dont on a travaillé. Je ne peux pas dire qu'on a écouté les plateformes. Il y a un certain nombre de plateformes, ce n'est pas la majorité, c'est une minorité, qui soutiennent la directive. Pour la simple raison qu'ils pratiquent finalement des contrats de travail, ils embauchent des salariés et ils veulent en quelque sorte ne pas se confronter à une concurrence déloyale des plateformes qui finalement ne respectent pas le droit du travail et essayent effectivement d'opérer avec un niveau de protection et de coût social, si je peux m'exprimer ainsi, le plus bas possible. Mon dernier mot, c'est un mot sur la valorisation du travail. J'entends beaucoup qu'il faut une discussion sur la valorisation du travail, qu'il faut mettre fin aussi à la précarisation du travail. Et c'est un souci qui m'anime beaucoup, aussi dans le contexte actuel post-Covid, mais aussi dans le contexte actuel de pénurie finalement de travailleurs dans beaucoup de domaines. Et donc, s'il y a un domaine où la précarité et la précarisation du travail est quand même largement répandue, c'est au niveau des plateformes. Et donc, il faut encadrer ces plateformes qui sont nées grâce à de nouvelles technologies, grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, on ne peut pas baser le développement, je dirais, le progrès technologique en l'associant d'un côté à la régression sociale. Et c'est avec cet esprit que nous avons présenté cette directive que j'espère adopter avant la fin de la législature du présent Parlement européen. Merci beaucoup, monsieur, pour cet exposé très intéressant et très complet. Moi, je voudrais vous demander, vous avez mentionné la Californie, bien sûr, c'est un des modèles dont on a parlé dans cette commission d'enquête. Quand vous regardez ce que vous essayez avec le Parlement, les États membres, de bâtir avec cette directive, est-ce qu'il y a aujourd'hui, au sein de l'Union européenne ou ailleurs, des pays qui vous paraissent être des modèles, des exemples, en tout cas assez en avance dans l'équilibre à trouver entre le fonctionnement des plateformes et les droits qui sont réservés aux travailleurs de ces plateformes? Il est clair qu'un certain nombre, quelques pays en fait, ont adopté une législation. Il s'agit notamment de l'Espagne,
qui ont adopté maintenant une législation sur les plateformes. J'ai encore récemment eu un échange avec un ministre espagnol en lui demandant est-ce que vous constatez en quelque sorte une régression de l'activité des plateformes. Ce n'est évidemment pas le cas. Bon, alors il y a des plateformes qui disent, bon, sous ce régime, parce qu'ils ont, grosso modo, la loi espagnole ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans notre proposition de directive. Mais on voit que certaines plateformes se développent et d'autres pensent que ce n'est pas le modèle qui leur convient et se retirent du marché espagnol. Mais globalement, la quantité de plateformes est la même, ou le nombre de personnes qui travaillent pour les plateformes, ou du moins le nombre d'heures travaillées pour les plateformes reste le même, voire est en augmentation, étant donné que la demande sur le marché est croissante. Donc, l'idée de dire, si vous encadrez mieux les plateformes, si vous reclassez convenablement, justement, les travailleurs des plateformes, ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir des indépendants sur les plateformes, mais le seul critère, c'est que, d'abord, ça doit être accepté par la personne, et deuxièmement, il faut que les règles qui s'appliquent aux indépendants soient les règles de l'indépendant et non pas d'un faux indépendant, en fait, ou d'un salarié qui est considéré comme indépendant avec le seul but d'économiser les cotisations sociales ou autres règles. Donc, je dirais que oui, il y a des États où c'est appliqué. C'est vrai qu'en Allemagne, la plupart des plateformes sont obligées d'embaucher sous un contrat de travail, et ça ne veut pas dire que l'économie des plateformes se soit écroulée. Il y a aussi maintenant, je constate qu'il y a de nouvelles formes qui apparaissent, notamment des coopératives. Notamment, j'ai eu un échange récemment avec des personnes à Paris qui veulent constituer une coopérative qui fonctionne un peu comme les plateformes de transport, mais sous forme de coopérative. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de modèles qui, à la fois, peuvent combiner les droits sociaux avec les avantages, la flexibilité, la proximité avec la demande du consommateur que représentent les plateformes. Merci beaucoup. Et juste une autre question de mon côté, je voudrais savoir quel regard vous portez sur la version amendée du Parlement européen de la directive, et en particulier sur la question de retirer les critères de requalification. Est-ce que ça vous paraît être une piste d'atterrissage possible, ou ça entrave, selon vous, le bon fonctionnement de ce qu'on essaie de faire avec cette directive? Bon, le Parlement a opté pour une approche un peu différente, pas fondamentalement différente, mais il part de la présomption générale que tous ceux qui travaillent pour une plateforme sont effectivement des salariés. Et c'est après, quand il s'agit de reclasser, qu'il faut intervenir des critères. Donc, il y a un acte de reclassement, tandis que dans notre approche, le reclassement se fait une fois que la présomption est confirmée. Donc, c'est un peu une différence d'optique. Bon, je ne vous cache pas que je préfère la proposition de la Commission, mais ça, c'est normal, vous comprenez cela. Mais je pense aussi qu'à la fin, un compromis se fera plutôt sur la base de ce que propose la Commission, tout en peut-être s'inspirant de certains éléments proposés par le Parlement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux. Je pense que le débat que nous avons là est un débat extrêmement important, et pour notre commission d'enquête parlementaire sur l'aspect, les conséquences et les droits à apporter et y apporter, c'est une question centrale que celle du statut des travailleurs des plateformes de libéralisation, en tous les cas de la plateformisation du travail. Bon, peu importe
les termes que l'on emploie, si on est bien d'accord sur ce qu'on y met dedans, parce qu'on voit bien qu'on assiste depuis une décennie à une stratégie extrêmement agressive à travers ces plateformes pour pouvoir casser dans tous les États membres et dans le monde entier d'ailleurs, les acquis conquis de haute lutte concernant le droit du travail, le droit des travailleuses et des travailleurs et les droits sociaux afférents et les systèmes de protection sociale, et que leur volonté, c'est bien, en contournant, de revenir au tâcheron du 19e siècle. Donc, cet enjeu législatif est fondamental, essentiel. J'ai le sentiment que les plateformes se sont très vite rendues compte, et Uber en premier, mais d'autres avec elles, qu'elles perdaient toutes les décisions, toutes les démarches en justice. Et que toutes les démarches en justice, quasiment, en tout cas dans une grande majorité, concluaient que les travailleurs des plateformes, pour la plupart, étaient bien dans des rapports de subordination et devaient voir leur statut requalifié en salarié. Et je pense que les travaux législatifs que vous avez engagés sont aussi issus directement de cette constatation des décisions de justice dans les différents États membres. Face à cela, Uber, en termes de lobbying, a cherché à défendre dans un premier temps un tiers statut, qui serait soi-disant ni indépendant ni salarié. On ne peut que constater que peu de pays ont suivi. Dorénavant, ils sont sur une autre stratégie. Dites-moi si vous confirmez un peu, si vous en avez aussi cet écho, qui serait de dire, finalement, par le dialogue social, faisons en sorte qu'il y ait de nouveaux droits pour les travailleurs des plateformes, et moyennant quoi, à partir du moment où on obtient de nouveaux droits pour les travailleurs des plateformes, on exclut la requalification salariée. Ce qui finalement revient assez à un tiers statut. Que pensez-vous de cette... voyez-vous cette stratégie-là des plateformes? Est-ce que lorsque vous avez pu les auditionner, est-ce que ce sont ces éléments qu'elles ont pu défendre? Oui, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un certain nombre d'échanges avec différentes plateformes. Je crois qu'il y en avait une trentaine que j'ai, surtout avec lesquelles j'ai discuté en ligne, parce que c'était au moment du Covid, mais j'ai rencontré le CEO aussi d'Uber encore il n'y a pas si longtemps, qui a voulu précisément me convaincre de l'approche que vous évoquez, c'est de dire en quelque sorte, vous savez, la flexibilité est tellement vitale pour le fonctionnement de la plateforme, mais on est bien sûr aussi favorable à la protection de nos salariés, mais faites-nous confiance. Ça voudrait dire en fait, en quelque sorte, et d'ailleurs je l'ai retrouvé dans d'autres plateformes, nous on ne veut pas se soumettre en quelque sorte aux règles du droit du travail ni des règles de la protection sociale. On va assurer cela nous-mêmes à travers des formes de dialogue social avec ceux qui travaillent pour nous, qui restent des indépendants, mais avec en quelque sorte un statut un peu ambigu. Donc, cette idée du personne ne vous dira c'est le troisième statut, mais c'est une forme de troisième statut. Bon, je crois qu'il y a une question très simple. Ou bien il y a subordination, il n'y en a pas. Ça, c'est la première question. S'il y a subordination, il y a relation salariale. Parce qu'on ne va pas maintenant jeter aux orties un droit du travail qui a été construit, comme vous l'avez dit, au fil des décennies, voire plus, pour plaire aux plateformes. Le grand danger de tout cela, c'est que ça ne va pas s'arrêter aux plateformes Uber et Deliveroo et autres. Ça va faire école, parce que si je trouve une voie pour échapper aux cotisations sociales, parce que je vais en partie privatiser cela, etc., je vais le faire. Et ça va s'étendre à plein de secteurs, je l'ai dit, dans le secteur de la santé, dans le secteur de la construction, dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur du nettoyage, où c'est déjà très présent, etc. Donc, on crée une sorte de salariat de troisième zone, avec moins de droits, et qui sont livrés à 100% au bon vouloir ou au non bon vouloir.
pour pouvoir de la plateforme. Donc, il faut absolument arrêter cela, parce que ça va avoir des conséquences sociales, d'abord pour une partie des personnes qui travaillent, et deuxièmement, ça va à terme poser un énorme problème sur le système de protection sociale, parce que s'il y a des pans entiers de l'économie qui ne cotisent plus, ou différemment, ou moins, le problème du financement de nos systèmes de protection sociale, notamment de la sécurité sociale, va très vite devenir extrêmement difficile. Donc, je crois que cette présentation est une présentation biaisée qu'il ne faut pas accepter. Point. Alors, je plus sois à l'ensemble de vos propos. J'ai le sentiment que la France s'engage dans cette voie-là en créant l'ARP, l'autorité de régulation des relations des travailleurs des plateformes avec les plateformes, l'ARP a été mis en place avec une participation aux élections extrêmement faible des travailleurs des plateformes, et qui par ailleurs pour l'instant se cantonne au transport et à la livraison, alors que comme vous le dites, et on le constate en France, la plateformisation ou l'ubérisation se développe dans plein de secteurs. On a auditionné également par cette commission d'enquête des plateformes qui à un moment donné interviennent dans la restauration ou qui interviennent dans la santé. Il y a plein d'autres secteurs confrontés. L'ARP a pu travailler sur des accords concernant le prix minimum d'une livraison ou le prix minimum d'une course. Et on voit à quel point cela conduit à une extrêmement forte précarité. Dernièrement, lors d'une audition France Travail, le ministre du Travail français, M. Dussopt, a pu répondre à des questions de députés en disant que lui, il défendait la présomption d'indépendance. Donc, la stricte opposition à la position de présomption de salariat défendue par la Commission et défendue par le Parlement européen. Est-ce qu'il y a des interventions de la France à votre égard? Est-ce qu'il y a eu des retours a posteriori? Et qu'est-ce que vous pensez plus globalement de la stratégie de la France vis-à-vis de la directive? Est-ce que c'est une stratégie de blocage au Conseil? Nous sommes l'intégralité des groupes parlementaires NUPES, de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ont demandé au nom de l'article 50 alinéa 1 de la Constitution française qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale autour de la position de la France sur ce projet de directive présomption de salariat et qu'il puisse être assorti d'un vote. Avez-vous connaissance de procédures démocratiques équivalentes dans d'autres pays européens? Le sujet étant selon nous tellement central, pour nous c'est une nécessité qu'il puisse se faire en toute transparence. Or pour l'instant nous n'avons pas eu de débat réel, même si cette commission d'enquête parlementaire lors de l'audition du secrétaire général aux affaires européennes a pu enfin avoir accès aux documents qui permettent de préciser la position de la France, mais sans cela, il n'y avait pas de véritable débat, et pour l'instant, ça n'est pas un véritable débat organisé au sein du Parlement français. Bon, je vous ai dit que la France, dans les discussions en cours, défend une position qui notamment fait état d'une demande, d'une dérogation assez généralisée. Bon, ce qui confirme un peu ce que vous dites, c'est une présomption d'indépendance. Mais en fait, la présomption d'indépendance, ça veut dire que je donne raison a priori à la plateforme. Parce que c'est ça. Parce que quand je dis 90% des plateformes disent mes partenaires, appelons-les comme ça, sont des indépendants, s'il y a une présomption que ce sont des indépendants, donc ça revient maintenant aux travailleurs des plateformes de montrer qu'il n'est pas un indépendant. Alors, la présomption d'indépendance, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, il faut aller devant les juridictions pour contester. Donc, précisément, compte tenu du rapport de force, on a retourné un peu la situation, et c'est ça la présomption salariale, basée sur des critères et avec, bien sûr, une possibilité pour la plateforme
de remettre en cause cela et de démontrer qu'il s'agit en effet d'un statut d'indépendant. Donc, bon, je ne veux pas commenter les positions des États, des uns et des autres. Il y a d'autres États qui ont des réserves, donc la France n'est pas le seul. Autrement, on aurait déjà abouti à une solution et à un compromis. Mais il est clair que la position de dire il y a présomption d'indépendance, ça veut dire c'est le statu quo. Hein. Ça, il faut le savoir. C'est à la limite pire que le statu quo. Donc ça, la Commission, bien sûr, ne peut pas en tant que telle l'accepter, puisque pour nous, c'est précisément de sortir de ce statu quo qui est en défaveur du travailleur des plateformes et précisément créer plus de clarté, plus de sécurité juridique qui n'existe pas à l'heure actuelle. Autrement, comment expliquer que dans les 300 jugements qui ont été prononcés par des cours, une extrême majorité sont tous allés dans le sens d'un statut salarial. Et je donne d'ailleurs toujours l'exemple de Londres. Alors Londres, le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne. Il n'est pas connu pour avoir un droit du travail extrêmement strict. Hein. Ce sont plutôt des protagonistes de relations du travail très flexibles. Pourtant, la Haute Cour de Londres a décidé que les chauffeurs d'Uber, pour rester avec cette plateforme, sont des salariés, sont des travailleurs et ont droit à un certain nombre d'avantages, salaire minimum, congés, etc., protection santé, etc. Et est-ce que ça a mis fin aux activités d'Uber? D'ailleurs, je l'ai dit au CEO, d'Uber à Londres, non. Aujourd'hui, Uber occupe plus de chauffeurs à Londres qu'avant. Donc, cette idée de dire on a besoin de cette situation d'indépendance pour maintenir en vie ce secteur, pour garder les emplois, etc., notamment dans des zones peut-être frappées par le chômage, ça n'est pas confirmé vraiment par les faits. Je crois que s'il y a une demande, la demande est là et elle va se poursuivre, quel que soit, en fin de compte, le statut qui sera mis en place. D'ailleurs, on m'a souvent demandé aussi, ça va coûter plus cher, hein, parce que s'il faut payer les cotisations sociales, etc., s'il faut payer aussi une rétribution plus juste, qui serait alignée notamment au moins sur le salaire minimum, eh bien, ou éventuellement un contrat, une convention collective, ça va coûter plus cher. Oui, peut-être ça va coûter un peu plus cher, mais en fin de compte, qui doit Est-ce que c'est au pauvre travailleur, celui qui, avec son vélo ou sa voiture, tourne des heures et des heures pour gagner vraiment très petit, hein? Est-ce que c'est à lui de payer le prix d'un service? Non, je crois que le service doit être équitable. Le prix du service doit être équitablement réparti, c'est-à-dire aux consommateurs, y compris à la plateforme, parce que n'oublions pas que les plateformes se servent aussi sur le prix payé par le consommateur. Donc, je crois aussi que foncièrement, c'est une question de justice sociale et de rétribution équitable d'un service rendu et du travail. Madame Rouleau, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, j'aurais deux questions. Premièrement, il faut me le confirmer, mais ça, vous l'avez dit en vous expliquant, c'est bien entendu une présomption simple, c'est-à-dire qu'on pourra renverser facilement. Il n'y aura... Voilà, simple. Par rapport à la présomption irréfragable ou mixte, c'est une présomption que je peux renverser dès que j'ai la preuve contraire. C'est bien ça, hein? Voilà. Autre question, est-ce que vous pensez que le fait de mettre une présomption donc de salariat va forcément régler tous les problèmes justement de salaire très bas, est-ce que tous les problèmes seront pour autant réglés? Est-ce que pour avoir
pour que le salarié soit davantage protégé, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir des conventions où on explique, par exemple, parce que l'autre jour, on avait quelqu'un qu'on auditionnait qui expliquait qu'une course avait un certain coût et que donc il faudrait définir dans le contrat que la plateforme ne puisse pas rémunérer trop faiblement quelqu'un. Est-ce que ça ne devrait pas s'assortir finalement d'autres protections et notamment d'imposer des règles en fait aux plateformes quand elles embauchent dans tel secteur, des règles notamment pour la rémunération. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Oui, je crois que ça a été très clair. Bon, je dirais que beaucoup dépend effectivement de la mise en œuvre de la présomption que vous avez bien définie, du moment où la présomption est activée et sur base la proposition de la commission, la personne est reclassée, évidemment, la plateforme a le droit de remettre cela en cause et de demander effectivement le renversement, la remise en cause du reclassement. Ça, c'est nécessaire, ça fait partie aussi des règles de droit. Mais une fois que la personne est reclassée, vous me demandez est-ce que la présomption va régler le problème de la rémunération? D'une certaine manière, du moment où la présomption de reclassement est activée et fonctionne, la personne devient en effet un salarié. Et du moment où la personne devient un salarié, ce sont des droits qui sont activés. Et le premier droit, c'est effectivement d'avoir droit au SMIC. Et donc, sur les heures que la personne travaille, la personne doit être au moins rémunérée au SMIC, sauf s'il y a une convention collective, et ça, effectivement, nous soutenons aussi cette approche de la convention collective, il y a une convention collective qui prévoit un salaire supérieur au SMIC. Donc, je crois qu'au moins, avec le statut du salariat, il y a la garantie d'avoir sur les heures travaillées la rémunération équivalente du SMIC. Ça, c'est la première chose. La Commission ne peut pas fixer dans une directive des rémunérations. Je crois que ça, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas d'ailleurs légalement le droit de le faire et nous ne pouvons pas le faire. Mais je crois que du fait qu'on établit la possibilité du reclassement en salarié, comporte un certain nombre de conséquences qui, du moins, répondent un peu à cette question de la très faible rémunération. Il y a un aspect que je n'ai pas mentionné, qui est celui des indépendants, des vrais indépendants. Il y en a sûrement, donc on ne veut pas maintenant nier qu'il y a des personnes qui veulent être indépendants, qui veulent travailler en tant qu'indépendants, avec tout ce que cela comporte aussi en tant qu'indépendants. Et très longtemps, jusqu'à présent, les indépendants ne pouvaient pas s'associer. Ne pouvaient pas s'associer si, par exemple, dans une plateforme, il y a de vrais indépendants, ne pouvaient pas s'associer pour négocier la rémunération avec la plateforme, puisque c'était considéré comme un cartel au titre du droit de la concurrence européen. Eh bien, on a maintenant levé cet obstacle, puisqu'on donne maintenant le droit aux vrais indépendants de s'associer et de négocier, le cas échéant, avec une plateforme, un contrat collectif. Et ça s'applique aux vrais indépendants, c'est-à-dire ceux qui, effectivement, ont les droits que les indépendants ont, c'est-à-dire ne sont pas subordonnés comme les salariés. Oui, et donc c'est intéressant aussi parce que, comme vous le dites, effectivement, certaines personnes ont envie de rester indépendantes. Et donc, il y aurait deux plateformes différentes. Comment ça peut s'organiser? Puisqu'il y a une présomption, vous me direz, elle n'activerait pas. Comment ça peut, justement, en pratique? Comment on peut à la fois dire qu'il y a une présomption de salariat et à la fois maintenir le statut d'indépendant pour certains indépendants? Les plateformes seraient différentes, c'est ça? Oui,
Et tout cela dépend de la relation que la personne qui travaille avec ou pour la plateforme qu'elle a au sens juridique du terme. Si je suis indépendant, j'ai un certain nombre de droits par rapport à celui pour lequel je preste des services qui ne sont pas exactement les mêmes que quand je suis salarié. Donc, il est envisageable d'avoir dans la même plateforme deux statuts différents, des gens qui sont de vrais indépendants, et de l'autre côté, des gens qui aujourd'hui sont placés indépendants, mais qui de facto sont des salariés, puisqu'il y a une vraie relation de subordination. Alors, ils reçoivent les instructions, ils n'ont aucun droit à déterminer le niveau de rémunération, etc. Donc, tout ce qui est dans les critères qu'on a introduits dans la directive et qui, en quelque sorte, définissent aussi une relation de subordination. Monsieur le commissaire, quand la Commission européenne a pu procéder à un nombre de consultations sur le projet de directive, les plateformes dans leur lobbying étaient très actives. Nous avons ici auditionné la députée européenne Leila Chaibi, qui nous a exposé à la fois le sentiment qu'elle avait le sentiment qu'elle avait et même la façon dont elle a pu témoigner que les lobbies se sentent souvent un peu chez eux dans les institutions européennes, même s'il y a un encadrement du lobbying au niveau européen. Elle, dans son mandat, elle s'est attachée à développer un lobbying populaire afin de faire en sorte que les travailleurs des plateformes puissent s'auto-organiser et puissent se faire entendre. Avez-vous le sentiment que ce lobbying populaire, sachant que vous, dans votre démarche, vous avez aussi pris l'initiative de rencontrer et d'écouter les travailleurs et travailleuses des plateformes, avez-vous le sentiment que ce lobbying populaire a pu agir, modifier, influencer le contenu du projet de directive, en tous les cas contrebalancer le lobbying des plateformes? C'est ma première question. Et deuxième question, je me permets de relancer les questions que je vous ai posées précédemment et auxquelles je trouve que vous n'avez pas répondu, sur l'influence de la France pendant la rédaction de la proposition de directive ou a posteriori, quelle a été-elle, et sur la question démocratique, est-ce que vous avez connaissance d'autres parlements nationaux qui ont eu des débats dans leur cadre sur la position de leur pays en tant qu'État membre sur le projet de directive? Voilà. Est-ce que dans d'autres pays, il y a ce rapport-là d'exigence démocratique ou pas? Bon, sur l'écoute en général, bon, vous citez une députée européenne. Bon, il est normal qu'un commissaire, d'abord, dialogue avec les députés européens, collectivement ou aussi individuellement. Donc, j'ai eu des contacts avec un certain nombre de députés européens, y compris d'ailleurs avec la rapporteure du rapport initial fait par le Parlement européen, qui est une députée française, Madame Brunet, qui, comme je l'ai dit déjà, son rapport va tout à fait dans le sens de notre projet de directive. Et donc, j'ai eu à Bruxelles, comme j'ai eu à Paris, comme j'ai eu online, des discussions aussi avec des travailleurs des plateformes, comme j'ai eu des discussions avec 28, je crois, 28 plateformes. Donc, c'est tout à fait normal et je ne considère pas que c'est du lobbying, c'est de l'écoute. Parce que la Commission, quand elle fait une proposition, elle ne fait pas une proposition dans le vide. Il faut écouter ceux qui, à la fin, sont impactés par nos propositions. Alors, ça valait absolument, c'était absolument le cas, évidemment, pour les travailleurs des plateformes, comme c'est le cas des plateformes. Donc, on les a écoutés, mais en fin de compte, on est arrivé à la conclusion que l'approche qu'on proposait, qu'on voulait proposer, qui était d'ailleurs, comme je l'ai dit, dans le rapport du Parlement européen,
à savoir la présomption, était la bonne approche. Était la bonne approche pour maintenir les plateformes, pour avoir plus de justice, plus de clarté, plus de sécurité juridique. Donc, sur ce plan-là, je crois que je n'ai jamais eu l'impression qu'on faisait de la pression sur moi. J'écoutais et après, la commission, et vous savez, ce n'est pas le commissaire seul qui peut faire une proposition, c'est le collège de la commission, c'est un travail collectif à la fin, une approbation collective. Et il n'y a pas eu au collège des problèmes sur la proposition qu'on a faite. Alors, est-ce qu'il y a eu des débats? Je sais qu'il y a des débats dans les parlements, j'ai des échos, il y a des débats, encore aujourd'hui, on m'a fait part des débats qui ont eu lieu au Parlement danois, par exemple, le Danemark est très attaché à cette directive. Il y a manifestement eu des débats puisqu'ils ont adopté une proposition en Espagne. Il y a eu des débats au Portugal. Il y a eu des débats. J'étais invité d'ailleurs par le Parlement italien, un peu comme vous le faites aujourd'hui, mais c'est moins controversé peut-être avant, sous l'ancien gouvernement, avec le ministre du Travail, pour débattre de notre directive avec les parlementaires italiens. Donc, il y a eu beaucoup de débats aussi dans les parlements nationaux. J'ai eu aussi un contact avec d'ailleurs, je peux le dire, avec le Sénat français. Je t'ai invité, je suis allé présenter la directive au Sénat français. Donc, je crois qu'il y a eu dans plein de parlements ce type de débat. Est-ce qu'il y a eu des votes? Ça, je n'ai pas vérifié. Et vous savez qu'il y a des États où finalement, sur le plan des décisions européennes, les parlements jouent un rôle très important. Et ça, c'est une affaire interne dans laquelle je ne peux et je ne veux nullement intervenir. Bien, merci. Monsieur le commissaire européen, je vous avais promis de vous laisser partir presque à l'heure, donc nous avons quand même été un petit peu en retard, mais je veux vraiment vous remercier infiniment pour la précision de toutes vos réponses sur ce débat qui est en effet absolument fondamental dans nos démocraties et pour l'Union européenne et que nous allons poursuivre au sein de notre commission d'enquête. Merci beaucoup de toutes ces précisions et de votre disponibilité. Si nous avons des questions complémentaires, peut-être pourrons-nous vous les faire passer dans les prochaines semaines. Et naturellement, si vous-même, il y a des éléments de complément que vous voulez rajouter, n'hésitez pas à contacter notre commission d'enquête qui continuera à siéger pour les 2 prochains mois. Mais dans l'intervalle, je vous remercie beaucoup de votre temps et je vous souhaite, monsieur le commissaire, une excellente journée. Merci beaucoup. Encore une fois, c'est un grand honneur. Et la Commission est toujours disponible et disposée à dialoguer avec les parlements nationaux. Donc, je suis à votre disposition. Merci.